Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va poursuivre notre discussion sur les éléments de circuit. Jusqu'à présent, on a vu plusieurs concepts intéressants. On a parlé de la puissance d'un circuit électrique, on a vu la loi de Ohm. Donc, en théorie, on a vu beaucoup d'éléments sur comment résoudre un circuit, comment trouver le courant, comment trouver la tension ou comment trouver la résistance d'un élément particulier dans le circuit. Cependant, comme vous vous en doutez probablement, dans la vie de tous les jours, les circuits vont être beaucoup plus compliqués que ceux qu'on voit jusqu'à présent. Vous trouvez probablement, avec raison, que ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est quand même des éléments de circuit qui sont abusivement simples. On s'intéresse à une source avec une résistance et on regarde qu'est-ce qui se passe là-dedans. Peut-être on va ajouter un élément, un condensateur ou quoi que ce soit, mais on reste dans des circuits très très simples, qui sont en général une bonne représentation, une bonne façon d'apprendre les différentes lois qui vont gérer notre circuit électrique. Cependant, si on prend n'importe quel élément réel de circuit, donc ici par exemple j'ai un petit amplificateur, tout ce que ça fait, cet élément-là, c'est prendre un signal électrique et en grandir l'amplitude, donc en faire un signal qui est plus fort. Rien de spécial, mais même un tout petit circuit comme ça, et c'est vraiment un modèle très très simple, c'est fait pour dépanner, on va avoir beaucoup d'éléments électroniques à l'intérieur. Donc ici, on a par exemple plusieurs petits résisteurs, on a des condensateurs. Ici, les gros cylindres ici sont des condensateurs. On a plein d'éléments et entre autres une puce électronique dans le milieu. Donc beaucoup d'éléments et on veut autant que possible être en mesure de travailler avec des circuits comme ça qui sont un peu plus complexes. Donc deuxième exemple, si vous avez quelque chose, encore une fois pour le traitement du son, c'est souvent des bons exemples parce qu'on est capable de trouver facilement les circuits. Si vous avez une toute petite pédale ici qui fait de la distorsion, vous vous retrouvez assez rapidement avec un système comme ça qui est pas mal compliqué. Donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut travailler avec un système comme ça qui est plus compliqué, comment est-ce qu'on peut prendre ce qu'on sait et le formuler de telle façon à être en mesure de résoudre des systèmes beaucoup plus compliqués. Donc l'outil qui va nous permettre de résoudre des circuits comme ça qui sont beaucoup plus complexes, ça va être les lois de Kirchhoff. Donc ici, on commence par réitérer ce qu'on disait à l'instant, que jusqu'à présent, on a utilisé la loi d'Ohm dans des circuits relativement simples. Presque tout était représenté par des résisteurs, mais encore une fois, on veut avoir un outil qui nous permet de trouver comment résoudre un système beaucoup plus complexe. Si j'arrive avec un circuit comme ça que je ne peux pas simplifier rapidement en un circuit avec une seule résistance. Donc, par exemple, ici, le problème typique, c'est à partir du moment où j'ai plusieurs sources en jeu, bien là, tout à coup, ma loi de Ohm ne suffit plus à résoudre ce type de problème-là. Donc, notre loi de Kirchhoff va utiliser, en fait, on va parler des lois de Kirchhoff, va avoir deux parties, la loi des nœuds ainsi que la loi des mailles. Et là, on va voir spécifiquement à quoi correspondent chacune de ces lois-là, mais chacune de ces lois-là va s'appliquer à des éléments particuliers du circuit, soit évidemment les nœuds et les mailles, et on va générer à partir de ces lois-là des systèmes d'équations qu'on va pouvoir résoudre. Donc un petit peu comme notre deuxième loi de Newton, par exemple, nous donnait F égale ma. Ultimement, ce qu'on faisait avec ça, c'était de se générer des équations qu'on pouvait résoudre. Si j'ai des circuits complexes, donc par exemple ce que j'avais ici, si je reviens là, avec mon circuit avec plusieurs éléments à l'intérieur, c'est un circuit qui est complexe. Donc évidemment, je vais me retrouver à la fin avec des systèmes d'équations qui sont plus complexes, mais qui vont être, dans la majorité des cas, quand même solvables. On va être en mesure de résoudre ce système-là. Donc la première loi dont on va parler, ça va être la loi des nœuds. Pour être capable de parler de la loi des nœuds, évidemment, il faut savoir c'est quoi un nœud. Un nœud, c'est simplement un point de contact entre différents fils où le courant va pouvoir se séparer de différentes façons. Donc on parle généralement d'un contact de 3 fils ou plus, tout simplement parce que si vous avez 2 fils, vous ne serez pas nécessairement en mesure de séparer. En fait, vous ne serez nécessairement pas en mesure de séparer votre courant. Tout ce que vous avez, en fait, c'est à ce moment-là un point de contact où le courant va passer d'un fil à l'autre très facilement. À partir du moment, cependant, où j'ai 3 fils ou plus, bien là, quand je vais avoir mon contact avec mes 3 fils, bien, mon courant va pouvoir se séparer dans les différentes branches.
Donc, si vous voulez, là, vous pouvez l'imaginer comme étant des intersections. À partir du moment où, comme conducteur, vous arriviez à un endroit sur notre circuit, donc prenons par exemple notre élément ici. Si j'arrive ici en voiture, parce que c'est une route maintenant, j'ai une décision à prendre, aller à gauche ou aller tout droit. Alors que si j'arrive à un point comme j'ai ici, évidemment, il n'y a pas de décision. Oui, j'ai un virage, mais je n'ai pas l'option d'aller prendre différents chemins. Donc, on ne considérera pas que ça ici, c'est un nœud. Les nœuds sont donc tous les points indiqués par un cercle bleu ici correspondraient à un nœud. Dans la situation que je vais dessiner ici, il y a certains nœuds qui sont redondants. On va voir qu'une des premières étapes, lorsqu'on utilise notre loi de Kirchhoff, ça va être souvent de redessiner notre circuit d'une façon plus intelligente, d'une façon qui va nous faciliter la résolution. Mais en théorie, ici, tous les points bleus correspondraient à des nœuds. Donc ici, on a deux exemples côte à côte. Le premier, une situation où je n'ai pas un nœud, qui peut ressembler à un nœud, mais qui n'en est pas un. Et à droite, on a une situation où on a un véritable nœud. J'ai du courant qui arrive à partir de mes deux branches, à droite et à gauche, et qui va retourner dans la branche du haut. Le deuxième élément, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. Donc, on va parler souvent en termes de branches lorsqu'on décompose un circuit pour les lois de Kirchhoff. Une branche, ça va simplement être un élément de circuit contenu entre deux nœuds. Et par définition, si jamais il n'y a pas d'option de séparer le courant à l'intérieur d'une branche, donc si c'est l'espace contenu entre deux nœuds, ça veut dire que le courant va être le même partout à l'intérieur. Mes électrons n'ont pas le choix de traverser la branche au complet, ce qui fait que si je prends la branche bleue par exemple, le courant qui va traverser ma pile va nécessairement être le même que le courant qui va traverser le résisteur ici. Le dernier élément qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle une maille, qui est vraiment une construction utilisée dans la résolution des lois de Kirchhoff. On dit qu'une maille, c'est simplement un parcours fermé le long du circuit. Ce qui fait que, par exemple, je peux prendre à partir du point 1 ici, si j'avance, je fais le tour et je reviens sur un circuit fermé jusqu'à mon point de départ, ça ici, je vais dire que c'est une maille. J'ai énormément de mailles que je peux faire dans le circuit. Plus le circuit est complexe et plus j'ai d'opportunités de faire des mailles distinctes. Donc, par exemple, ici, je pourrais faire une maille fermée en faisant le tour sur moi-même. Je ne suis pas obligé d'avoir une source à l'intérieur de ma maille. J'aurais même pu avoir une maille beaucoup plus complexe. Ici, je l'ai tracée en rouge. J'aurais pu partir d'ici, aller faire un zigzag quelconque à travers mon circuit, prendre des détours, faire quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir de sens. Mais tant que je reviens à mon point de départ à la fin, j'ai bel et bien une maille. Je vais pouvoir construire mes mailles avec une direction lorsque je vais m'intéresser à la loi de Kirchhoff. Donc, je vais toujours les représenter comme ça, à l'aide d'un trait pointillé avec une flèche à l'intérieur pour clairement indiquer quelle définition de maille j'ai pris pour la suite de mes calculs. Donc, on va revenir un petit peu, mais gardez en tête pour l'instant qu'une maille, c'est un parcours fermé à l'intérieur d'un circuit. Donc maintenant, on s'intéresse spécifiquement aux deux lois qui vont nous servir à résoudre nos équations. On va avoir, comme je vous disais, la loi des nœuds et la loi des mailles qui vont s'appliquer respectivement, vous l'aurez deviné, aux nœuds et aux mailles de mon circuit. La loi des nœuds est probablement la plus simple des deux et elle est très 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 logique, mais vous allez voir que c'est quelque chose de puissant lorsqu'on l'utilise en termes mathématiques. Et en ce moment, on est vraiment en train de se construire un système pour être en mesure de résoudre nos circuits. Donc, la loi des nœuds me dit simplement que la somme des courants entrants à l'intérieur d'un nœud, donc imaginons ici là, que j'ai un nœud avec, 3 embranchements, 3 fils qui partent du même point. Pour ce nœud-là, je vais nécessairement avoir besoin que la somme de tous les courants qui entrent à l'intérieur du nœud, donc ici par exemple, j'ai un courant qui provient du haut, ce courant I1-là, va correspondre à la somme des courants sortants. Donc, si j'ai un courant qui s'en vient ici, un courant qui s'en vient ici, j'aurai que I1 est égal à I2 plus I3 si je les nomme ici. Donc, I3 ici, I2 ici. C'est évident
qu'on va toujours avoir une conservation comme ça ici? Nécessairement parce que mes charges sont conservées. On avait vu ça même au début du chapitre 1. Je n'aurai pas de destruction ou d'apparition spontanée de charge dans mon circuit. Donc si ici mon courant correspond à la variation de charge, la quantité de charge qui traverse un point par rapport au temps, bien, il faut que j'ai autant de charge qui entre dans mon circuit que de charge qui entre dans mon nœud que de charge qui en sortent. Et on se rappelle, le nœud ici, ce n'est pas un outil, c'est pas une pièce particulière, c'est tout simplement une jonction de fil, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des charges qui s'accumulent à cet endroit-là. Une autre façon de l'écrire, ce serait d'utiliser la convention que mes courants entrants sont positifs alors que mes courants sortants sont négatifs. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que j'aurais mon courant 1 moins mon courant 2 moins mon courant 3. Mon courant 1 et mon courant 3 seraient négatifs dans ce cas-ci, qui serait égal à 0. Vous pouvez voir que ces deux équations-là, évidemment, sont complètement équivalentes. Donc, c'est tout simplement une question de comment est-ce que vous souhaitez le représenter. Parfois, il y a des gens qui trouvent ça plus intuitif d'utiliser ça. Ici, mathématiquement, c'est un petit peu plus élégant parce qu'on a une équation égale 0. Mais ici, souvent, c'est celle qui va faire le plus de sens pour vous. Utilisez celle qui a du sens pour vous. La deuxième loi qu'on va avoir, et celle-là demande un petit peu plus de réflexion, c'est un petit peu plus l'air de la magie lorsqu'on n'y pense pas trop, ça va être la loi des mailles. Et ma loi des mailles stipule que si j'ai une maille fermée, donc si j'ai une maille, je vais nécessairement avoir que sur tout mon parcours, la somme des variations de potentiel va devoir être égale à 0. Et là, il faut simplement prendre une petite seconde pour penser à ce que ça signifie. Une variation de potentiel, c'est la variation entre le potentiel avant et le potentiel après. Je sais qu'on a souvent tendance à avoir une conception différente lorsqu'on parle de circuit. On dit delta V parce qu'on pense à la loi de Ohm, puis là on pense à notre ohmmètre, puis on pense que c'est une tension. Oui, c'est vrai, mais il y a un lien à faire quand même avec ce qu'on a vu précédemment, avec les potentiels en tant que tels qu'on les calculait. Et ça ici, mon delta V, ça veut dire c'est le potentiel après moins le potentiel avant ma source. Donc si je prends l'exemple ici, je pars du point bleu, tant que je suis sur un fil conducteur avec rien sur mon chemin, je vais avoir le même potentiel. Lorsque j'arrive aux bornes de ma source, bien évidemment, ma source génère une différence de potentiel. Donc je vais faire un saut, je vais augmenter mon potentiel de grand E. Ensuite, j'arrive à une résistance. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai une résistance? Bien, on a vu que j'ai toujours une différence de potentiel qui correspond à ma résistance fois le courant. Ici, c'est ma loi de Ohm encore. Donc ici, je peux trouver ma différence de potentiel et évidemment, là, je passe à travers un élément qui dissipe de l'énergie. Bien, je vais passer d'un potentiel élevé à un potentiel moins élevé. Donc, je vais diminuer de potentiel entre le point ici et le point situé ici. Je maintiens le même potentiel jusqu'au prochain résisteur. Encore une fois, même principe. Je vais avoir une différence de potentiel aux bornes à cause de mon résisteur. Mon énergie va être dissipée par mon résisteur. J'arrive au point ici et là, j'ai le même potentiel jusqu'à ce que je revienne à mon point de départ. Mais je suis au même point de départ. Donc ici, là, c'est un point physique. Je peux dire quelle est la valeur du potentiel au point P, si je considère que ici, c'est mon point P. Bien, ça va être un chiffre. Je peux dire que mon potentiel, c'est par exemple 10 volts ou c'est 0 volts, ou peu importe. La valeur exacte ne m'intéresse pas. Mais nécessairement, si je suis au même point, mais je dois avoir la même valeur de potentiel. Et donc, c'est ça qui me permet de déduire que la somme de toutes les variations le long de mon circuit va correspondre à 0. Ces deux équations-là ensemble, n'oubliez pas ici, j'ai une équation comme ça, mais c'est une équation pour chaque maille. De la même façon que mon autre équation était pour chaque nœud à l'intérieur de mon circuit. Et là, imaginez que c'est un circuit que vous ne connaissez pas. Vous savez juste, dans la vie de tous les jours, ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va connaître les résistances, mais on ne saura pas c'est quoi le courant qui va circuler à l'intérieur de notre circuit. Bien, je peux facilement le résoudre. Tout ce que j'ai besoin, c'est de faire suffisamment de systèmes d'équations pour être en mesure de résoudre.
Donc ici, je vais avoir une équation pour chaque maille, une équation pour chaque nœud. Il va avoir à l'occasion des équations qui vont être redondantes. On va voir un petit peu avec l'habitude comment éviter d'utiliser ces équations redondantes-là. Mais on va avoir notre système d'équations qui va nous permettre de résoudre. La dernière chose pour la loi des mailles, il va falloir faire très attention. Là, ici, j'ai fait un circuit très simple avec une source et deux valeurs de résistance. Il va arriver qu'on ait des circuits qui soient plus complexes et par exemple qu'on ait plusieurs sources. Je vais toujours avoir à maintenir une cohérence dans la façon dont je définis mes trucs. De la même façon, ici, j'aurais pu faire mon parcours de la maille en sens contraire. Là, j'ai choisi de le faire dans le sens où le courant semblait circuler. Si j'ai uniquement cette maille-là, je vais avoir un courant qui va circuler dans cette direction-ci. Mais si j'ai plusieurs éléments, je vais avoir à l'occasion à faire des mailles peut-être qui vont être en sens contraire. Il va falloir suivre les règles suivantes. Et on va y revenir souvent. Si on parcourt une maille dans la même direction que le courant, ben ma variation de potentiel ici va être négative. Je vais diminuer de delta V ou je vais avoir un delta V qui correspond à moins RI si jamais je le remets en fonction de la résistance et de mon courant. Si jamais je parcours ma maille, ici vous remarquerez la différence, là, mon courant s'en va vers le bas. Si je parcours ma maille en sens contraire du courant, bien, évidemment mon potentiel devrait être plus haut ici que ici, ce qui fait que lorsque moi je parcours ma maille, je la parcours dans cette direction-là et je vais augmenter d'une valeur RI. Je vais faire plus la différence de potentiel que je peux calculer avec ma loi d'Ohm. Alors qu'ici, je parcours dans la même direction, donc je m'en vais dans la direction des potentiels décroissants. Même principe si jamais j'ai ma source. Si je parcours ma source de la borne négative vers ma borne positive, qui est ce à quoi on est habitué, ben, ce que je fais, c'est que j'augmente de potentiel lorsque je passe de ma borne négative à ma borne positive. J'augmente de potentiel l'équivalent de mon électromotance. Donc, mon électromotance, c'est une pile de 12 volts. J'augmente de 12 volts tout simplement. Si je parcours ma maille en sens contraire, ici, regardez, j'ai ma borne négative, ma borne positive. Si je passe de ma borne positive à ma borne négative dans le sens de ma maille, ben, je vais avoir une différence de potentiel qui correspond à moins mon électromotance. Donc, vous circulez en sens contraire de votre source. On va avoir l'occasion de pratiquer ça très souvent. Maintenant, la petite méthode, et je vais passer très rapidement dessus parce qu'on va faire un exercice carrément ensemble. Si jamais je veux résoudre avec mes lois de Kirchhoff, il va falloir d'abord que je pose le courant dans chacune de mes branches. Donc la première étape, là, c'est de poser clairement, ça va être quoi, mes hypothèses de départ. Et je ne vais pas changer ces hypothèses-là jusqu'à la toute fin. Donc, si vous réalisez à mi-chemin que la valeur de, et là on a un exemple ici en bas, là, si vous réalisez à mi-chemin que votre valeur de I1 finalement est de l'autre sens, vous la laissez comme ça. Les lois de Kirchhoff sont très bien faites et vont simplement vous donner une valeur négative à la toute fin. Mais vous ne pouvez pas changer vos valeurs à mi-chemin. Donc, on va les laisser telles quelles et laisser le système d'équations gérer laquelle va être négative. Vous pourriez choisir n'importe quelle paire de courants. On pourrait même faire un système où ce serait complètement incohérent. Là, je pourrais mettre tous mes courants qui entrent dans un nœud et le système des lois de Kirchhoff, lorsque je vais faire ma résolution d'équation, va me donner automatiquement lesquelles sont erronées, lesquelles sont en sens contraire. Donc, faites confiance au système. Vous posez vos équations dès le début et vous les laissez telles quelles jusqu'à la toute fin. Ensuite, on va indiquer les mailles et leur sens de parcours. Donc, tout dépendant du système, je peux choisir différentes mailles, je peux choisir de les parcourir dans différentes directions. Souvent, il y a une direction qui est plus intuitive, disons. Donc, on va tout indiquer ça sur notre schéma et les numéroter pour être capable d'y faire référence lorsqu'on va faire notre résolution. Et ensuite, on va écrire un certain nombre d'équations pour les nœuds et écrire un certain nombre d'équations pour les mailles. Typiquement, il va y avoir une équation qui va toujours être redondante en ce qui a trait aux nœuds. Donc, si par exemple, je regarde le système ici, j'ai deux nœuds,
Il y a une de ces équations-là qui va être redondante par rapport au premier. Si on regarde ici, là, j'aurais I1 plus I2 égale I3. Ici, j'aurais l'équation complètement inverse. J'aurais, si j'ai la même direction de parcours dans chacune de mes branches, donc j'aurais I3 égale à I1 plus I2. Donc, c'est la même équation écrite différemment. Donc, il va y avoir une équation comme ça qui va être de trop, qui va être redondante, qui va avoir les mêmes informations que les équations précédentes. Ensuite, je regarde combien d'équations j'ai besoin pour résoudre mon système au complet et je vais compléter le nombre d'équations dont j'ai besoin avec mes lois d'émail. Typiquement, pour être en mesure de vraiment résoudre mon système, il va falloir que j'ai parcouru à l'aide de ma loi d'émail toutes les branches. Donc, vous allez vouloir éviter d'avoir de la même façon des équations qui sont redondantes. Il y en a qui existent. Comme on a vu au début, là, on pourrait tracer énormément de mailles à partir d'un même circuit. Il va falloir choisir de façon intelligente nos équations rendues ici. Une fois que c'est fait, vous avez n équations avec n inconnus. Vous êtes en mesure de résoudre. La résolution typique d'équation, ça va être d'essayer de trouver les courants, mais évidemment, je peux mettre les inconnus que je veux. J'aurais pu avoir des résistances comme inconnues. La clé, c'est d'avoir suffisamment d'équations pour être en mesure de tout résoudre. Voyons voir maintenant qu'est-ce que ça donne dans le cadre d'un exercice réel.